Bonjour, très heureux de commencer cette nouvelle saison après des longues vacances. Alors, trois sujets, quatre invités et un hommage. Alors, les quatre invités. Jean-Pierre Colombiès, bonjour. Bonjour. Richard Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes très très beau. Très élégant, je veux dire. J'ai compris. L'un n'empêche pas l'autre. Richard de Sèze, bonjour. Patrick Ivard, bonjour. Du coup, les autres se disent, on est fagotés comme des sacs. Je me suis mis, ça commence bien. Voilà, allez, trois sujets. Un sujet qui est hyper d'actualité, vous allez voir, c'est l'abaya et le camis, interdiction à l'école. Pourquoi est-ce que tout ça a été fait? Est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien ou est-ce que c'était vraiment une position nécessaire? Premier sujet. Deuxième sujet, la réunion de Saint-Denis, Emmanuel Macron, la Légion d'honneur, tous les chefs de parti ou les chefs de groupe de l'Assemblée nationale dans une réunion à huis clos. On en reparle. Et troisième sujet, c'est l'interdiction d'Internet, ou en tout cas la limitation d'Internet en Chine pour les moins de 18 ans. Et on va parler du fait que, est-ce que c'est pas finalement quelque chose dont la France pourrait s'inspirer? Et l'hommage. L'hommage, c'est aussi une manière de dire au revoir à Ignace, qui ne peut plus être avec nous. Il est parti vivre beaucoup trop loin de Paris pour pouvoir revenir facilement. Et donc, je voulais le remercier du temps qu'on a passé ensemble, de son génie propre. J'espère que vous l'avez apprécié à sa hauteur. Et voilà, Ignace, peut-être à une prochaine fois. Et dans tous les cas, 1000 merci pour ce grand talent. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le premier sujet. À tout de suite. Alors, premier sujet, l'interdiction de l'abaya et du camis à l'école. Énorme vague médiatique, 95 000 articles de presse recensés par Google. Et finalement, est-ce que c'est un sujet vraiment légitime? Jean-Pierre Colombiès. Alors, rebonjour à tous et bonjour au nouveau plateau pour la rentrée. Oui. C'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux de toute évidence. Il se trouve qu'en 2011, j'étais rattaché à l'état-major de la direction de sécurité publique des Hauts-de-Seine. Donc il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Okay. Et à l'époque, on nous avait demandé de plancher sur les solutions pour limiter le nombre de raquettes à l'école. Okay. Et fort d'une expérience qui est une expérience anglaise, puisque mes filles ont été scolarisées en Angleterre, j'avais dit peut-être que l'une des solutions est tout simplement de standardiser les tenues. Alors, je n'ai pas employé volontairement le mot uniforme, parce que je sais que aux yeux de la gauche... C'est un sujet qu'on va évoquer. L'uniforme, oui, c'est lié parce que justement, pour moi, les arguments étaient liés à l'égalité sociale, au fondement même de l'école républicaine. Et de fait, lorsque ce débat sur la abaya est arrivé, très fort, je me suis dit, mais quel dommage de ne pas avoir saisi à un moment donné l'opportunité d'entamer ce débat préalablement pour éviter aujourd'hui que Dieu ne fasse sa rentrée scolaire lui aussi en 2023. Mais vous ne croyez pas que c'est un sujet qui a été abordé très amplement sur les signes extérieurs de richesse? Alors, de religion. On l'a traduit. Mais pour moi, c'est pas un petit débat. Pour moi, l'école, elle est républicaine et laïque. Il n'y a pas de religion. Il est impossible, à mes yeux, qu'on différencie religieusement un individu par rapport à un autre, qu'il soit juif, musulman, chrétien. Enfin, tu vois, c'est mon point de vue. Et je termine très rapidement. Sachez quand même qu'en Afrique du Nord ou Afrique noire, la plupart des écoles ont adopté ce principe. Les enfants sont en tenue standardisée, en uniforme, appelez ça en uniforme. C'est le cas en Asie. Alors, Patrick Ivard. On tourne en rond, Franck, parce que pour les plus anciens d'entre nous, enfin c'est notre génération à tout, j'imagine un peu de choses près, on se souvient de 1989, l'affaire du foulard à Creil. C'était quoi le foulard, c'était l'ancien nom du hijab, le mot français qui concerne le foulard religieux musulman. 1989, Creil. Là, on est en 2023, abaya. Vous n'avez pas le sentiment qu'on tourne en boucle là, que c'est toujours la même chose, que c'est toujours le même problème? C'est toujours la même chose.
C'est toujours la même chose, Ok. Franck. Mais il fallait l'aborder. Gabriel Attal a-t-il eu raison ou est-ce que finalement... Mais Gabriel Attal, il fait ce qu'il peut alors qu'il est complètement débordé. Le vrai problème, c'est qu'on est submergé par une vague migratoire. Le vrai problème, il est là. Oui. On Mais l'a là, on pas parle dit de encore. l'abaya et de la manifestation Ah non, mais moi, je parle de la vague l'appartenance à une migratoire. religion à l'école. Moi, je parle de la vague migratoire qui nous submerge, et l'abaya, c'est juste l'écume de la vague. C'est rien d'autre Ok. que l'écume de la vague. Et on se focalise sur juste l'écume de la vague migratoire en disant « Ah, il y a des gens, ils viennent Donc avec pour un vous, vêtement. » c'est un sujet légitime à l'école. Et même si ça vous arrache la bouche, Gabriel Attal, finalement, a eu raison de mettre le sujet sur le... Ça m'arrache rien du tout, parce Non. que de toutes les façons, ça fait déjà longtemps que dans différents partis politiques, on propose d'avoir un uniforme à l'école de façon à gommer les différences. L'uniforme, la blouse, quand on était petit, on est tous allés à l'école, on avait des blouses. Bon, Oui. c'était pratique parce qu'on écrivait à la plume et Et puis à c'était l'encre. fait pour ça, en fait. C'était fait pour ça. Parce que les parents Maintenant- avaient dit, il y en a marre maintenant, de devoir laver les vêtements. Là où il y a des blouses, c'est pas simplement pour empêcher de se tacher ses vêtements, c'est surtout pour gommer les différences de classe sociale. C'est entre les classes modestes, voire moins, et puis les plus riches, etc. La blouse, ça servait à ça. Là maintenant, la blouse, ça sert plus à ça. L'uniforme, ça sert pas à ça. L'uniforme, on le propose pour gommer les différences religieuses. Et c'est là où il y a un problème. Et j'en reviens à la vague migratoire, parce que c'est une vague migratoire qui nous submerge, et le vrai problème, il est là. Alors on peut continuer à se dire, il y a un problème d'abaya, il y a surtout un problème d'immigration. Voilà, c'est tout. Ok, alors moi je vais vous quand même donner un petit peu de chiffres, et je vous cède la parole. Un petit peu de chiffres, c'est environ 15 millions d'élèves entrent en classe il y a quelques jours. Combien de cas d'abaya à l'école ? 286 recensés. Combien de jeunes filles, alors on ne parle pas des camis, donc je n'ai pas les chiffres, combien de jeunes filles ont refusé de retirer l'abaya ? 60. 0,001% des élèves ont été concernés. C'est pas un problème. Est-ce que... Voilà. C'est Je pas ne le crois pas à problème. ces chiffres. Vous ne croyez pas à ces Non, chiffres. du Richard tout. Haddad, Je pourquoi ne crois pas à ces chiffres. D'abord, au préalable, je voulais préciser, je vous rejoins tout à fait, ce n'est pas un problème de religion d'abord. C'est un symbole identitaire. Et donc, parler de religion, on est déjà tombé dans le piège. Ok. Et puis, l'abaya ne se pose pas qu'à l'école. Pour moi, elle me pose problème dans la rue aussi. Oui. Donc, parce que, et après l'école, elles sortent de l'école, elles la remettent. Est-ce que nous voulons que le paysage de notre pays soit un paysage d'abaya, de camis et de foulard ? C'est ça la question. On se cache derrière notre doigt, en fait. Donc, on est là, la laïcité, ça n'a rien à voir avec la laïcité, ça. C'est un problème identitaire. Et le Mais problème identitaire religieux. Identitaire et religieux, Richard. les deux en même temps, bien sûr, mais Ouais. c'est aussi... parce que quand on aborde le problème de manière religieuse, immédiatement, c'est ce qu'ils veulent en fait, immédiatement on nous dit « Ah oui, mais la croix, comme si la croix était un vêtement, oh la kippa, oh, je ne sais plus quoi Ouais. ». Non, en réalité, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut affirmer que la France a une identité, une façon de s'habiller, une façon de manger, une façon de vivre, et qui n'est pas celle-là. Et donc, le problème ne se pose pas qu'à l'école. Et puis, pardon, juste une chose, pour le nombre, 276, c'est une plaisanterie. Moi, j'habite un quartier de Paris, c'est une plaisanterie, parce que moi, j'habite un quartier de Paris qui est censé être un quartier, entre guillemets, privilégié. Ce n'est pas un quartier que l'on appelle, un terme que je déteste d'ailleurs, les quartiers, vous savez, pour ne pas dire le mot. Eh bien, dans mon quartier, qui est Paris-Ouest Nord, enfin Paris, 15e Nord, pour être exact. Je suis à la limite du 7e arrondissement. Il y a des collèges publics dans lesquels je croise tous les jours, à la sortie de ces collèges publics, une dizaine, voire une vingtaine de filles voilées de la tête aux pieds, c'est-à-dire habillées en noir total. Alors qu'on disait qu'il y avait rien que quelques dans le 15e centaines de Nord. collèges concernés seulement. Mais c'est ou une de lycées. plaisanterie. On n'est pas en banlieue, on est à Paris. Ouais. Donc 200, c'est une plaisanterie. Juste, pardon, un mot. Je sais pourquoi ils disent 200, parce que en réalité, c'est les 200 recensés, mais parce qu'il y a plein de fonctionnaires, de professeurs, de proviseurs, etc., qui ne les recensent pas, qui n'en parlent pas, qui ferment les yeux et qui font comme si de rien n'était. C'est ça le problème. Alors, Richard de Sèze, vous n'avez rien dit. Alors d'abord, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que l'éducation nationale devrait être religieuse, et je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec la définition d'une laïcité qui exclut la religion de la sphère sociale. Ça, c'est véritablement le mal français dans toute son horreur, où, alors que l'homme est par nature religieux, et toutes les cultures le prouvent, brusquement apparaît en 1789 et accentué par toutes les politiques anticléricales et donc anticatholiques au cours du 19e et du 20e, un homme qui ne serait pas du tout religieux et qui n'aurait pas le droit de montrer qu'il est religieux, comme si l'école serait un sanctuaire où Dieu n'existerait absolument pas.
D'abord, c'est idiot. Pour un croyant, Dieu existe tout le temps. C'est doublement idiot, surtout avec des religions comme la religion catholique, qui ont absolument façonné l'espace social dans lequel nous vivons, y compris avec cette version dénaturée de la laïcité qu'on nous sort. Et enfin, c'est vraiment prendre les gens pour des crétins que de leur dire... surtout, ne manifestez aucun attachement religieux, mais en revanche, pratiquez la religion que vous voulez. Le vrai problème de l'abaya, c'est que c'est la religion musulmane et non pas la religion. Donc, c'est pas la laïcité qui va nous défendre, c'est l'État français qui va effectivement faire en sorte qu'une religion qui est foncièrement opposée à ces lois, une religion conquérante, une religion qui a façonné elle aussi le monde, mais d'une manière diamétralement opposée à la religion catholique, est en train de s'installer en France avec des gens qui sont des militants. Mais alors, j'ai pas compris. Et donc, Gabriel Attal a raison, mais évidemment, il a complètement manipuler la chose en attendant que le Conseil d'État, où il y a quand même des immigrationnistes célèbres, lui retoque sa loi, comme le Conseil d'État a déjà retoqué en juillet un arrêté municipal qui expliquait Vous pensez que c'est une prise de risque? Attendez, j'entends... C'est non, Gabriel Attal, justement, n'a pris aucun risque. Il attend mais s'il est retoqué, les proviseurs qui vont avoir interdit aux jeunes filles de rentrer avec à l'école avec leur abaya risquent de se retrouver face à des jeunes filles revendicatives qui vont dire on rentre parce qu'en plus le Conseil d'État, donc maintenant c'est fini, votre autorité n'a plus de valeur. Alors, déjà, l'autorité des proviseurs n'a aucune valeur et ils ont grandement contribué à faire en sorte qu'elle n'en ait aucune. Et Gabriel Attal est juste en train de servir sur un plateau à tous les revendicateurs musulmans une occasion supplémentaire de manifester. Et si jamais le Conseil d'État lui donne tort, voilà, on aura un boulevard légal pour faire en sorte que tous les signes d'une religion musulmane extrêmement visible et à usage uniquement des Occidentaux demeurés, c'est-à-dire les gens qui pratiquent le ramadan, ne mangent pas de jambon et s'habillent avec les tenues les plus exotiques, sont là juste pour manifester le fait qu'il y a une prise et une conquête de terrain. Voilà. Donc, et c'est à ça que va aboutir Gabriel Attal. Jean-Pierre Colombiès, alors... J'ai fait l'ouverture, mais c'est dur après de... Ouais. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais c'est bien. Désolé. Non, mais je suis pas du tout d'accord avec ce que vous voulez dire. C'est le débat, justement, tant mieux. Ah oui, ça s'appelle tête à clash. Exactement. Oui. Mais tant que ça reste à clash et à distance, tout va très bien. Il a tort et raison. Attal, tort parce qu'il va pas assez loin, qu'il n'y aurait pas ce débat s'il y avait tout simplement une uniformisation des tenues. C'est le premier point. De deux, je suis pas du tout d'accord avec vous sur le fait qu'il fasse dissocier, il faut dissocier, distancier l'école de la religion. Bien sûr que dans l'esprit, la foi, elle est au fond de chacun, mais elle n'a pas à s'exprimer dans un milieu scolaire. Les signes religieux ne sont pas interdits à l'école, Jean-Pierre. Vous venez avec une étoile de David, une petite croix, mais je ça, ne sais c'est pas un quoi, vêtement. ça va très bien, c'est pas un vêtement. Si je portais une croix, croix, je fermerais mon bouton, vous ne la verriez pas. D'ailleurs, est-ce que vous pouviez dire... on pourrait la voir, est-ce que vous ce serait pouvez pas interdit. me dire de quelle religion, quelle est ma religion? Est-ce que vous pouvez dire quelle est ma religion? Bien sûr que non. Non. En tout cas... C'est une religion. Non, mais j'ai une philosophie, je n'ai pas nécessairement une religion. En tout cas, si je l'avais de manière pratique, je ne l'exprimerai pas en public. Mais je voudrais juste terminer, juste un truc. Je vous rappelle quand même que l'éducation dans ce pays était sous le règne de la loi Fallou, rappelez-vous. C'est-à-dire que l'éducation était sous l'autorité unique du clergé. Et c'est de là que, enfin, entre autres, qu'est partie la volonté de séparer les deux. Mais c'est aussi parce que la France, bon sang de bonsoir, a été déchirée par des guerres de religion pendant des siècles et qu'il fallait arrêter ça. Et que c'était une des bases de la réflexion sur la dissociation de l'éducation et de l'Église. Le catholicisme, le protestantisme et l'islam. Et j'ai pas fini. C'est ça le piège. Et justement, j'ai pas terminé. Et après, je vous promets, je vous laisse continuer le débat. Et nous n'en serions pas là si effectivement des démocrates complètement éthérés n'avaient pas laissé s'installer en Europe, pas simplement en France, parce qu'en Belgique, c'est encore pire qu'en France. Si elles n'avaient pas laissé s'installer un frérisme militant et criminel, il faut le dire. Ce que vous dites derrière ça, c'est qu'en fait, ceux qui portent l'abaya ou le camis sont en fait manipulés ou revendicateurs de... C'est un avant-garde, c'est une avant-garde. Ce sont des gamins, on sait très bien que les gamins sont sous l'influence de qui? Des parents qui eux-mêmes sont sous l'influence parfois de prédicateurs très violents et haineux. Ils sont haineux. Enfin, je rappelle quand même, alors Olivier Faure, il paraît que c'est le grand leader du Parti Socialiste, il a dit qu'il ne fallait pas faire le parallèle entre Samuel Paty et ça. Ben, je suis désolé, il faut le faire. Parce qu'il n'y aurait pas eu Samuel Paty si justement il n'y avait pas eu cet entrisme religieux. En préparant cette émission, je réfléchissais à l'abaya, au camis. L'abaya particulièrement étant réputé un vêtement pudique pour des jeunes filles qui voudraient dissimuler leur forme au regard concupiscent des hommes. Et je me suis dit qu'en réalité, c'était
carrément le contraire. C'était un vêtement impudique parce qu'il mettait en avant ce que l'on était au point de vue d'une religion. Et ça, Ouais, enfin, C'est parfaitement normal, une fois de plus, d'afficher les signes de son appartenance, quelle qu'elle soit. c'est normal de l'afficher dans quelle mesure? Mais dans toutes les mesures. Alors, s'il s'agit, comme Marina qui défile à poil dans une ville du Sud pour expliquer qu'elle aussi a le droit de se balader seins nus Oui. et pas que les hommes, C'est vrai. effectivement, son identité, d'une part, paraît fragile et d'autre part, ça Mais ne là, paraît on pas est être loin de la une religion. Mais on est dans l'idée que l'espace public est un espace d'expression et où, effectivement, il faut poser quelques bornes. Le fait que les jeunes filles nous expliquent qu'elles aient besoin d'une mise modeste et que d'ailleurs les musulmans en France nous expliquent que c'est d'un vêtement qui n'est pas du tout religieux tout en expliquant qu'il est islamophobe de l'interdire, légère contradiction, nous disent en fait que c'est le vêtement qui existe dans les pays arabes et que c'est juste une question de mode arabe. Alors d'abord, il faudrait qu'ils réfléchissent au fait que dans les pays islamiques, il y a effectivement une loi islamique parce que la religion en islam est en fait la règle de la société. C'est pas quelque chose qui serait purement intérieur au cœur des hommes et des femmes. Et ce sont eux qui ont imposé une tenue prétendument modeste. Mais pardon, Richard, pour éviter la concupiscence. Je vais jusqu'au bout peut-être de votre raisonnement, peut-être que je vais trop loin d'ailleurs, mais vous êtes d'accord pour le fait qu'il faut en fait revenir en arrière et que la loi qui a été instituée en France en interdisant les signes de religieux dans l'espace public devrait être annulée parce que finalement chacun pourrait manifester. C'est une loi stupide puisqu'elle met toutes les religions sur un pied d'égalité. Ah, ok. Évidemment, donc là, les religions ne sont pas sur un pied d'égalité. D'accord. La religion catholique, avec le pape Léon XIII, qui vient expliquer qu'on peut se rallier à la République, n'a rien à voir avec la religion musulmane, dont les ressortissants en France expliquent qu'il faut changer les lois de la Donc là, il y République. aura une hiérarchie, d'après vous, en France. Mais il y a une hiérarchie devrait y sociale. avoir- Oui, bien sûr, évidemment. Les musulmans ne contestent pas l'ordre social de la même manière que les catholiques ont pu le contester. Les catholiques veulent empêcher certaines lois, comme l'euthanasie, d'être proclamées. Ils ne sont pas en train de réclamer la ségrégation de l'espace public entre les parties réservées aux hommes et les parties réservées aux femmes. Autrement dit, le danger social de l'islam est 1000 fois plus important que le danger social des catholiques. La libre pensée s'acharne sur une statue de Saint-Michel dans un village paumé de la campagne, tout en laissant des mosquées avec des minarets de 40 ou 50 mètres s'ériger à Strasbourg. Il y a une folie quand même de la part des républicains. Merci. Patrick Ivard. Je voudrais faire la différence entre la France et la République, comme toujours, parce qu'on est en train d'opposer depuis 1789 la France et la République en disant que la République a succédé à la France. C'est pas mon point de vue. Je pense que la France reste ce qu'elle est. La République, c'est une organisation de ce qu'a toujours été la France. Maintenant, la France, qu'est-ce que c'est ? La France, qu'est-ce que c'est ? La France, c'est un vieux pays d'Europe qui s'est construit autour de ses églises. Oui. On est quand même un vieux pays de tradition chrétienne. C'est pas la religion d'État, mais c'est quand même ce qui a construit notre identité française. On est républicain ou pas, mais on est toujours français. Quand on va à l'étranger, on ne dit pas « tiens, voilà un républicain », on dit « tiens, voilà un français ». Notre identité, elle est française, c'est d'abord ça ce qui comptait. Notre identité française, elle s'est d'abord construite autour de la religion chrétienne. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a fait venir des millions de musulmans et que, de façon totalement hypocrite, on s'étonne que ces millions de musulmans qu'on a fait venir se comportent comme des musulmans. Bah, il fallait pas les faire venir. Mais la plupart ne se manifestent pas. Jusqu'à présent, mais vous avez des musulmans qui se manifestent avec l'abaya, d'autres avec le hijab, d'autres avec le port à la cantine, d'autres avec les horaires séparés à la piscine, etc., etc. Donc on ne va plus en finir. Je veux dire, on est en train complètement de déstructurer ce qui fait l'identité française. C'est marrant, juste une chose. C'est marrant parce qu'il y a une chose, je pensais que vous alliez me dire, mais finalement, Gabriel Attal, en lançant cet avertissement, a été assez efficace, puisque si on est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui allaient à l'école avec des abayas, finalement, beaucoup d'entre elles ont peut-être, si on croit les chiffres, alors après on peut les remettre en cause, mais si beaucoup d'entre elles ont laissé l'abaya à la maison, finalement, il n'y a pas beaucoup besoin de faire la police à l'entrée de l'école. Vous déplacez le problème, vous mettez un petit peu plus loin. Ça. Mais non, je ne pense pas ça. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est de savoir si on veut que la France continue à être ce qu'elle est, ou si on accepte qu'elle change avec des abayas, des camises, des machins, des trucs et des bidules. Il s'agit de savoir. Ça va dans le bon sens. Mais non, ça ne va pas dans le bon sens. Le vrai bon sens, c'est de poser la question aux Français par un référendum sur l'immigration. C'est-à-dire, demander aux Français ce qu'ils veulent.
l'école? Est-ce qu'on veut continuer à ce que la France devienne un pays d'immigration avec des abayas ou pas? Voilà, c'est tout. On reviendra sur l'histoire de référendum. Il semble dire le problème est réglé. Or, en fait, il est en train de rendre service à ces gens. Parce qu'en fait, on est en guerre. C'est une guerre lente, froide, et donc il s'agit de conquête. Mais la conquête n'est pas forcément militaire, elle peut être culturelle, elle peut être identitaire, elle peut être religieuse, et donc elle a plusieurs visages. Il est en train de leur rendre service, comme vous venez de le dire, c'est que comme vous l'avez dit vous aussi, Richard, c'est que... Parce que on va pointer du doigt notre camarade qui ne l'a pas dit. Non, mais parce qu'il se trouve que vous avez dit la dernière chose que vous avez dit, c'est en fait, on leur rend service parce qu'on met effectivement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que la religion musulmane soit l'égale des autres religions. Bientôt, ils vont vous dire, il y a 36 000 églises en France, on veut 36 000 mosquées. Ou éventuellement, proportionnellement à notre nombre, on voudrait autant de mosquées qu'il y a d'églises. Et donc, ils veulent l'égalité. Or, ça, c'est le piège dans lequel... Mais ils l'ont dans la République. En tant que citoyens français, ils ont l'égalité. C'est je confondre la citoyenneté avec la religion. Oui, mais l'égalité, comme je viens de le dire, dans le nombre de mosquées, par exemple, bientôt, vous avez vu qu'à New York, maintenant, on peut faire des appels de muezzin. Donc, bientôt, ils vont dire, moi, je veux, à Paris, faire un minaret de 50 mètres et appeler à la prière toutes les 4 heures, comme je l'ai vu cet été à Beyrouth, comme je l'ai entendu, etc. Alors, il faut se mettre dans leur tête. Alors, vous avez dit quelque chose de très vrai. On est français, alors qu'on le veuille ou non, on peut être athée, on peut être protestant, on peut être de n'importe quelle religion. Quand on est français, on est culturellement chrétien. C'est comme ça parce que la culture française a été façonnée par le christianisme. Quand vous êtes dans un pays musulman, vous êtes français, si vous leur dites « à un moment, je ne suis pas chrétien, je suis athée », ils vont vous rire au nez. En fait, pour eux, vous êtes chrétien, parce qu'un occidental est chrétien. L'athéisme n'existe pas dans la pensée musulmane. Un occidental, un non-musulman occidental est automatiquement chrétien, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il résonne en France. Alors, la seule solution, si vous voulez lutter, alors les petites lois comme ça sur l'abaya, le hijab, je ne sais quoi, tout ça, ça leur rend service. La seule solution, c'est de mettre... J'ai pas compris en quoi ça rendait service. Excusez-moi, j'ai parce que ça leur permet... non, pas seulement. Ça leur permet d'abord de se victimiser et par ailleurs de réclamer de dire mais voilà, nous ne sommes pas égaux et nous sommes en République. En fait, ils utilisent le piège de la République. En fait, c'est un piège la République parce que vous dites ah bon, on est en République. Sauf donc... Richard Haddad, sauf que ce serait bien ça. Mais il y a eu des sondages qui ont été faits. En gros, 80% des Français et tout parti politique confondu, plus ou moins, mais globalement, une majorité chez LFI, une majorité chez les Verts, et puis après, on ne parle pas de ce qui se passe au Rassemblement national ou à droite, globalement dit on est favorable à l'interdiction de l'abaya à l'école. Donc il n'y a pas de victimisation. Non. En tout cas, les Français disent... Eux, vous avez tout à l'heure, une grande partie d'entre eux... Non, mais je ne suis pas sûr de ça. Quand vous voyez les sondages, d'abord... C'est tout frais, hein, forcément. Oui, mais non, mais je veux dire qu'on n'arrête pas d'entendre que l'écrasante majorité des musulmans ne sont pas d'accord. Mais c'est faux. Elle est où l'écrasante majorité? Moi, je vois les sondages. D'abord, c'est pas du tout une écrasante majorité. Et quand vous voyez les moins de 30... Je parle pas des oui, non, mais musulmans. Je parle de tous les Français. Bien avant, vous avez dit... Justement de distinguer la population musulmane. Ce sera le mot de la fin parce qu'on est vraiment de la population française. Oui. La population musulmane, il y a un tiers des jeunes musulmans qui expliquent qu'il faut changer les lois de la République. Alors, pas une petite minorité. Ce tiers de jeunes musulmans ne recouvre pas le tiers des jeunes Français. Oui, mais eux, c'est une minorité agissante. Et c'est comme d'habitude, il y a un iceberg, la pointe, ce sont les militants, et en dessous, il y a tous ceux qui les supportent. Si le terrorisme d'extrême gauche a pu proliférer en Italie, c'est parce qu'il y avait les fous furieux, il y avait ceux qui les soutenaient, il y avait ceux qui les cachaient, il y avait ceux qui ne disaient rien. Et plus vous descendez, plus ça fait de monde. C'est exactement ce qui se passe avec l'abaya, le camis, les hijabeuses et n'importe quoi, qui est la présence revendicatrice d'un islam qui impose sa loi. Juste, je voulais conclure sur la seule solution en un mot. Ce sera le vrai mot de la fin. Le mot de la fin. La seule façon de régler le problème, c'est de changer la Constitution en précisant dans la Constitution française que la France est un pays de culture judéo-chrétienne. Pas de religion, de culture judéo-chrétienne. Alors là, ok. C'est le cas dans certains pays d'Europe. On va mettre le feu, mais surtout, vous me faites, merci beaucoup, un très bel enchaînement sur le sujet numéro 2 qui va porter sur la rencontre de Saint-Denis, et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Emmanuel Macron a tout récemment reçu les chefs de parti et les chefs de groupe
à la Légion d'honneur, à Saint-Denis, très beau bâtiment du XVIIIe siècle, en séminaire à huis clos pour faire un point politique, économique, et éventuellement regarder quels pouvaient être les points d'accord entre les partis qui s'opposent à l'Assemblée nationale. Eh bien, moi, je voulais qu'on parle du principe de cette réunion, et puis également des résultats qui ont pu être obtenus. Richard de Sèze, c'est à vous. Alors, sur le principe, le fait que le président de la République, qui a été élu avec peu de personnes, sur un parti qui convainc peu de personnes, prétende jouer l'union nationale, c'est juste une farce. Voilà. Donc, il n'y a pas d'union nationale possible autour de Macron. Ensuite, sur la méthode, Macron nous a habitués, depuis 2018, à parler énormément à tout un tas de gens en expliquant qu'il réinvente la démocratie. Il réinvente la démocratie d'une manière assez simple. D'une part, il piétine le Parlement. D'autre part, il se moque du peuple. Donc là, on nous dit qu'il a réuni les chefs de parti et il leur a parlé pendant 12 heures. Les chefs de parti sont sortis, pour les uns énervés, pour les autres assommés, pour les troisièmes hébétés, évidemment pour les macronistes absolument exaltés, en expliquant que, en fait, il avait été excellent pour parler très 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 longuement de tous les sujets sans prendre aucune décision. Et là, on attend un peu comme des catholiques, en espérant que la fumée va être blanche ou noire à la mort du pape, là, qu'une nouvelle démocratie, tel un phénix, surgisse des ruines fumantes de Saint-Denis, qui ne sont pas encore fumantes et qui ne sont pas encore en ruine. Mais enfin, quand on choisit Saint-Denis après avoir fait son premier discours au Louvre, c'est assez un symbole. Pour paraphraser Georges Marchais, c'est un bilan globalement négatif. Ben, surtout, là, pour le moment, il est impossible d'en tirer le bilan. Ouais. Et je trouve fascinant la réunion vient d'avoir lieu. Rien n'a été annoncé. On nous demande déjà d'en tirer le bilan. Et d'ailleurs, les macronistes se félicitent déjà que la chose ait existé en expliquant qu'il va peut-être y avoir un truc génial. On va interroger les Français pour leur demander leur avis, pour ensuite faire des lois sur lesquelles ils n'auront pas leur mot à dire et en leur interdisant de faire des référendums. C'est vraiment génial. Jean-Pierre Colombiès. Moi, on peut que partager ce qui vient d'être dit. C'est une vaste fumisterie. Enfin, rappelez-vous quand même, il y a eu les Gilets jaunes, les cahiers de doléances, le grand débat, le Conseil national de la refondation. Il ne faut pas l'oublier, celui-là, qui va refonder, refaire renaître la nation française de ses cendres. Emmanuel Macron, effectivement, se moque du monde, se moque de la démocratie. Mais moi, ce que je regrette, réellement, et eux, je les accuse, là, avec vous peut-être, devant vous, j'accuse aussi les membres de l'opposition, les membres de tous ces partis politiques qui vont à la gamelle, qui vont à une gamelle démocratique en allant participer à cette pantalonnade. Parce qu'ils auraient un tant soit peu d'état d'âme. Ils n'y seraient pas allés. Parce que justement, ça fait trop longtemps qu'ils piétinent le Parlement à un coup de 49-3. Et il annonce d'ores et déjà qu'à la rentrée, il y en aura d'autres. Donc de qui se moque-t-on? Mais pardon, est-ce que c'est pas LFI qui piétine le Parlement en faisant une opposition systématique? Il ne fallait pas y aller. Si vous n'y allez pas, c'est tout bon pour lui, parce qu'il va vous dire « Ah, ben voyez, on vous invite, vous ne venez pas. » Il faut argumenter. Vous n'y allez pas, mais vous argumentez. C'est comme pour le Beauvau de la sécurité. Jacques Chirac ne recevait pas le Front National lorsqu'il consultait, vous vous souvenez, il y a une époque, il consultait tous les partis sauf le Front National. Il s'en plaignait. Alors aujourd'hui, imaginez Marine Le Pen dit « Non, je ne veux pas y aller ». On va leur dire quand on ne vous invite pas, vous plaignez, quand on vous invite... Je serais d'accord. 2 secondes après j'arrête. Je serais d'accord avec ce point de vue s'il ne s'était pas déjà moqué du monde auparavant. Oui, mais il se moque tous du monde. Vous savez, c'est Chirac aussi se moquait du monde. Et le Beauvau de la sécurité, lui aussi en était, parce que tous les syndicats de police ne voulaient pas y aller, sauf le SGP qui a entraîné tout le monde dans cette pantalonnade, parce que ce sont des pantalonnades. Alors, je vais mettre un petit peu de débat dans cet unanimisme que je vois arriver. On peut quand même dire que c'est un événement exceptionnel, que tous ces chefs de parti ou ces chefs de groupe soient réunis en huis clos, pas de téléphone, pas de caméra, pas d'enregistrement, autrement dit la possibilité de s'exprimer librement. Je vais jusqu'au bout. Et le partage d'informations confidentielles, comme ça a semblé avoir eu lieu, enfin c'est certain, que le président, à un moment, puisqu'il a commencé par un exposé sur la situation internationale, domaine réservé du président de la République, et il a partagé des cartes sur la guerre en Ukraine en disant voilà où sont les Américains, voilà où sont les Russes, voilà des cartes confidentielles. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même quelque chose d'inouï dans le sens où il y a une confiance puisqu'il y a un partage d'informations secrètes. Il aurait dû partager une carte de la France, comme celle que Jérôme Fourquet a produite, où la carte des émeutes et la carte de l'immigration se superposent, contrairement à ce que disait Macron, comme quoi les émeutes n'avaient rien à voir avec l'immigration.
Alors, ok, merci. Il n'y a, Patrick pas Ivard. du tout d'unanimisme. Je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Pierre Colombias. Désolé, Jean-Pierre, une fois de plus, on n'est pas d'accord. Mais je pense que cet exercice-là, il est bien dans le sens où le président de la République tient compte de ce que pensent l'ensemble des Français, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui et qui sont présentés par des partis politiques. La politique de la chaise vide, c'est pas la bonne politique parce qu'effectivement, quand le Front National n'est pas invité par Jacques Chirac, c'est un scandale. Et puis quand le Rassemblement National est invité, même s'il n'est pas d'accord, on joue le jeu des institutions démocratiques, on répond à l'invitation du président de la République, c'est bien. Moi, ce qui me choque, c'est pas ça. Moi, ce qui me choque, c'est 12 heures. 12 heures. Où est-ce qu'on a vu une réunion qui dure 12 heures? Où est-ce que vous avez vu une réunion de 12 heures? Moi, j'en ai vu à Moscou, à Pékin ou à Pyongyang, ou je sais pas trop. Mais des réunions de 12 heures, ça sert à quoi? Au bout d'une heure et demie, 2 heures, c'est fini. Les gens, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus, on se demande ce qu'on fout là, quoi. Une réunion de 12 heures, ça fait penser à Staline qui fait des réunions à minuit pour convoquer ses collaborateurs pour dire j'ai décidé ceci, machin, etc. Et qu'il est fini à 6 heures du matin, 7 heures du matin. C'est juste une manière de montrer qu'on est le chef. C'est juste une manière de montrer qu'on a le pouvoir et de flatter son propre ego, son orgueil. On dit c'est moi qui décide. Est dans la toute puissance. Mais évidemment qui lui est reproché. il est dans l'hubris, il est complètement prisonnier de son image. Et c'est lui qui commande. Il commande une réunion, il fait une réunion qui dure 12 heures et puis il convoque un tel, ils viennent et puis pendant 12 heures le bonhomme il parle. Mais pour savoir ce qui se passe en Ukraine, c'est facile, faut pas écouter Macron, faut simplement aller se renseigner un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça sera peut-être l'objet du débat suivant. Mais si on veut se renseigner pour ce qui se passe à l'étranger, il faut éteindre sa télévision. Vous pensez que les réseaux sociaux disent plus de choses que les cartes des choses vraies, des choses secrets. fausses. Oui, des choses vraies, des choses fausses. Il s'agit simplement après, quand on a un petit peu de libre arbitre, de faire le choix entre les informations qui sont à notre disposition. Mais sûrement pas d'aller écouter la bonne parole d'un président de la République qui s'aligne sur les positions américaines. Parce qu'on a une version américaine. On a juste une version états-unienne, autant. On n'a rien d'autre. C'est pas forcément la vérité. C'est un aspect de la vérité, mais c'est pas forcément la vérité. Pour ne parler que du sujet Ukraine-Russie. Parce qu'en fait, il a été brassé absolument tous les sujets de la politique internationale. La politique internationale, l'éducation, l'économie. Il y a eu beaucoup de... Et il en ressort quoi, en fait? Ça, c'est autre chose. On va y arriver. C'est là-dessus que je vais aller vous chercher. En fait, Emmanuel Macron ne sait faire que de la communication. Donc, il ne fait pas de politique. Sa réunion de 12 heures, pourquoi 12 heures? Ça, c'est de la communication. C'est pour montrer aux Français, d'abord, effectivement, qu'il est le chef, qu'il travaille. 12 heures, c'est beaucoup, que c'est un bosseur qui fait travailler les autres. Et en réalité, quand vous faites une réunion, quand vous consultez des partis politiques, c'est pour aboutir à un accord ou pour prendre en compte ce qu'ils pensent. Ce que pensent les Français qui les ont élus, ce qu'ils veulent faire. Lui, il interroge ces partis politiques pour la forme. En fait, il s'en fiche royalement de ce qu'ils veulent. En gros, il y a deux tendances dans cette réunion. Je ne parle pas des Républicains qui sont pro ou pro un peu sa béquille. Donc il y a LFI. Il aimerait bien que ce soit sa béquille. Il aimerait bien, mais plus ou moins salé, parce que chaque élection, vous voyez des défections. Quand ils ne sont pas passés encore, ils passeront à la prochaine élection chez lui. Bon, donc c'est ça, pour lui, c'est accessoire. Il y a idéologiquement, il y a deux tendances dans cette réunion. C'est en gros, globalement, LFI et tout ce qui va avec, et le RN. Ça, c'est les deux oppositions à Macron. Comment voulez-vous qu'ils prennent en compte les idées des uns ou des autres? Ils sont à milieu de ce qu'ils pensent. Donc ça ne sert à rien, ce genre de réunion. Vous pensez sérieusement qu'il va prendre une proposition de LFI? C'est juste impossible. Il va prendre une proposition du RN sur l'immigration, jamais de la vie. Richard, peut-être la seule chose qui soit sortie de positif, il faut un petit peu aller le chercher avec les dents quand même, mais c'est la conférence sociale qui serait convoquée dans un temps indéterminé et qui permettrait de travailler sur les salaires. Vous avez vu à quel point je suis... Non, mais on ne peut pas laisser dire ça. Ouais. Enfin, les syndicats, les grandes organisations syndicales ont justement dénoncé l'absence totale de dialogue sur le sujet. La CFDT, la CGT se sont vraiment retrouvés sur cette même plateforme de contestation en mettant en exergue et en évidence l'absence totale de volonté de dialogue. Macron voudrait un dialogue, mais faire un référendum sur les retraites, par exemple. Pourquoi pas? Il y a un parlement pour les dialogues. Et puis il y a un parlement, on est bien d'accord. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous, M. Ivars, parce que vous tenez absolument à porter la contradiction. Parce qu'effectivement, le lieu de dialogue avec la population, il est là, il est à l'Assemblée nationale. Et si ça le démange... Pendant le débat des retraites, est-ce que le Parlement a quand même pas amené
la preuve de sa limite. Avec un débat restreint à 15 jours, C'est pas ça, un scandale. avec le fait que LFI et d'autres partis ont déposé des milliers d'amendements qui ont amené à bloquer. On ne résoudra pas le débat aujourd'hui. Cette loi sur les retraites, Macron l'annonce dans les premiers mois de son premier mandat. On en discute pendant 5 ans. Et donc, au bout de 5 ans, Macron sort avec une loi où, en fait, il n'a pas changé d'avis. Donc, pourquoi diable le Parlement aurait-il brusquement, au bout de 5 ans de dialogue, de réunions ministérielles, de réunions avec les syndicats, de réunions avec qui n'en veut, de grands débats où Macron faisait le tour des villes de campagne où les maires assommés de chaleur et de soif étaient obligés de l'entendre pendant 6 heures. Donc il fait le tour de la France, il revient 5 ans plus tard en ayant exactement les mêmes idées, et c'est cet homme-là dont vous nous dites que c'est un homme de dialogue, mais non, pas du tout. C'est un homme en fait qui ne dialogue jamais. C'est un homme de monologue. Il soliloque, tout simplement. Y compris LFI, de faire une opposition farouche au gouvernement macronien, pour que le gouvernement macronien arrête d'agiter la démocratie et cache l'ensemble de ses turpitudes sous le voile d'un prétendu accord populaire. Parce que LFI n'a pas fait une opposition, justement. C'est pas comme ça que l'on s'oppose. On s'oppose lorsqu'on discute et on fait un contre-projet. LFI, sa manière de s'opposer est une manière révolutionnaire, tout à fait parfaitement trotskiste. C'est faire du bruit, empêcher quelque chose de... Vous voulez vous opposer... Non mais d'accord, mais c'est pas... Justement, si vous voulez vous opposer à lui, vous ne devez pas faire comme lui. Mais dans plein de pays, ce qui fonctionne, c'est le compromis. C'est-à-dire que les gens ne sont pas d'accord, et il faut bien qu'à un moment ou à un autre, ça avance. Parce que c'est le bien du pays. Le pays qui est immobile recule. Oui, mais il faut être deux pour faire un compromis. Si quelqu'un n'écoute personne... Est-ce que c'est pas ça? Mais non, c'est pas ça. Mais ce que ça avait été dit, c'est pas... Le compromis macronien, c'est de respecter exactement ce qu'il veut. C'est très bizarre comme compromis. Cela dit, sur les retraites, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le sujet retraite, parce que là, il n'était pas le seul obtus dans cette affaire, parce que de part et d'autre... Oui, les opposants étaient aussi obtus que lui. Parce que certains nous expliquaient que, LFI en l'occurrence, qu'il fallait rien faire, voire baisser l'âge de la retraite. Le RN est parti dans un délire de nous dire que finalement, pas de problème, la retraite à 60... On sait qu'il y a un problème. Alors, il n'a pas la bonne solution, je suis d'accord, mais aucun des deux autres n'avait une bonne solution. Il faisait de l'électoralisme tous les deux. Chacun a révisé sa position. Oui, il a révisé, mais alors la première, elle compte pas, la deuxième, elle compte. Je veux dire, les propositions du Rassemblement national, elles étaient un peu fondées quand même sur les organismes de type Conseil d'orientation des retraites, qui a, dans un premier temps, au moins, dit que le système était viable. Donc, opposer le Rassemblement national en disant qu'il sortait de je sais pas trop quoi, à mon avis, c'est pas la vérité. À savoir qu'il y avait un système concernant la retraite qui était viable, le Conseil d'orientation des retraites l'a développé, et ensuite, on va pas refaire le débat peut-être, mais je veux dire par là que, en ce qui concerne le débat des retraites, on va revenir sur la réunion de 12 heures. Il y a un système Macron. C'est je parle pendant 12 heures et à la fin vous êtes d'accord avec moi. Oui. Voilà, c'est ça le système Macron. C'est pas ça la démocratie. Et pourtant, il semblerait que tout le monde ait pu prendre la parole, dire son fait. Mais pendant le grand débat aussi. Comme si Macron avait besoin de convoquer Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon pour savoir ce que Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon avaient à dire. Oui. Non mais en fait, dire comme si Jordan Bardella ne s'exprimait jamais, comme si Olivier Faure n'avait jamais prononcé le moindre entretien. C'est un mauvais exemple, Olivier Faure. Mais non, parce que même quand il s'exprime, on a du mal à savoir. Mais enfin, autrement dit, je veux dire, en quoi est-ce que la réunion des chefs de parti était l'occasion pour le chef de l'État de découvrir des positions qu'il aurait ignorées, et à sa grande stupéfaction de se rendre compte que le Rassemblement national considère qu'il y a un vrai danger, c'est l'immigration, et que LFI considère qu'il y a un vrai danger, c'est le capital, et que les Républicains considèrent qu'il y a un vrai danger, c'est de ne pas être élu. Alors, je vous annonce une grande nouvelle, vous êtes chacun le conseiller politique du chef de parti des 4 grands partis. Ok, Colombiès, vous êtes LFI ? Ça vous va? Non, vous êtes LR? Ça ne va pas du tout. Vous êtes Renaissance et vous êtes Rassemblement National. Ok? J'ai rien à dire. Oui. Donc vous murmurez à l'oreille du grand chef. Mélenchon. Vous murmurez à l'oreille du grand chef et vous lui dites quoi? Tu y retournes
à la prochaine réunion ou tu n'y vas pas? Si demain j'étais Deuxième réunion si à demain Saint-Denis. Donc Oui. si j'étais demain à LFI. Vous êtes le conseiller de Mélenchon. Eh ben, je lui dirais, tu restes là où tu es. Déjà, je lui demanderais, Jean-Luc, démissionne et laisse la place à quelqu'un de plus raisonné et de plus intelligent. Enfin, en tout cas, de plus posé. Oui, vous versez le poison dans l'oreille Mais du fondamentalement, je dirais, qualificateur. vous arrêtez vos conneries, soyez vous-même et n'y allez pas. Vous êtes le conseiller de LR. Alors, Richard. s'il y a un parti qui ne devrait pas aller à cette réunion, c'est LR. C'est LR. Parce que ils sont les plus. Donc vous lui dites, on n'y va pas. Ben oui, pour une simple raison, Ok. c'est qu'ils sont les plus proches de lui, et s'ils veulent à tout prix marquer leur opposition, c'est à eux de ne pas y aller, les seuls. D'accord. Alors vous êtes à Renaissance. Eh ben, patron, ce que vous faites est génial. Surtout continuez. Et si les autres ne viennent pas, ça prouve bien que ce sont de mauvais Français, de mauvais patriotes, et vous allez gagner toutes les élections. Voilà. Ok, j'aurais jamais dû vous êtes trop malade, j'aurais jamais dû vous donner ce truc-là. Patrick Ivard, qu'est-ce que vous dites à Jordan Bardella? Ah ben, je dis, vas-y, Jordan, tu prends une bouteille d'eau et des biscuits et t'y vas, tu te reposes un petit peu d'abord et puis tu tiens 12 heures. La politique de la chaise vide, pour moi, c'est pas une bonne politique. Il faut être présent, il faut dire on est dans l'opposition, mais on est respectueux des institutions. C'est-à-dire que le président de la République nous demande de venir, on vient, mais on reste sur nos positions. De toute façon, il va pas changer les siennes, on va pas changer les nôtres. Moi, ce que je dis, c'est que simplement, la chose à faire, c'est d'aller voter quand il y a des élections, et dans la mesure du possible, de poser des questions intéressantes, intelligentes aux Français, de type référendum. J'en reviens à l'immigration. On a loupé le référendum pour les retraites, il n'y en a pas eu, on a eu du 49.3, et voilà. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un référendum sur l'immigration. Ça serait une bonne question à poser aux Français. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas? On pourrait faire ça le 9 juin, tiens, le jour du jour des élections européennes. Voilà. Ok. Alors, un tour de piste rapide sur le préférendum. Je rappelle ce que c'est que le préférendum. C'est un référendum à choix multiples où on peut poser plein de questions et en fonction du taux de réponse, qu'est-ce que c'est que le référendum? Je vais le dire autrement. C'est une manière de présenter un référendum qui ne va pas aboutir à un vote contre celui qui le présente, mais qui est une manière peut-être de faire avancer des sujets qui pourraient dégager des consensus. Est-ce que vous êtes favorable au préférendum? On va de ma droite à ma gauche. Mais non, hein? mais bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est une boîte à idées. Alors que vous êtes favorable au référendum. Mais bien évidemment, mais c'est autre chose, et à condition de le respecter. Et à condition de En quoi respecter est-ce le différent, résultat. le préférendum du référendum? Mais c'est un sondage. C'est ni plus ni moins qu'un sondage où chacun va expliquer ce que lui aurait envie de Non, voir on a 5 appliquer. questions Oui, et oui. on... Donc 5 sondages un sondage. d'opinion. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Mais le référendum n'est-il pas un sondage? Ah non, parce que le Parce qu'on référendum... vous demande de voter oui ou non pour un truc très complexe. Oui, mais sauf que si la question est rejetée, en théorie, on n'applique pas. Alors que là, on pose des questions multiples. Ça n'engage quoi? Ça n'engage à quoi? À Richard rien. Haddad. Tout dépend de ce qu'on en fait. Effectivement, si le référendum aboutit obligatoirement à des décisions, je suis pour, effectivement, parce que ça a l'avantage de ne pas... De nuancer. De nuancer et puis de ne pas provoquer un vote de sanction contre quelqu'un que l'on n'aime pas. En revanche, si c'est juste un sondage, tout dépend comment on l'utilise. Si c'est une sorte de sondage d'opinion, il n'a aucun intérêt. Si à la fin de ce référendum, il y a 5 questions, et bien sur 3 questions, il y a un oui, et obligatoirement, on est obligé d'appliquer le oui. Il y a un engagement. Oui, bien sûr. Richard de 16. Vous venez juste de dire pourquoi le référendum ne sert à rien. Justement, il n'y a aucun engagement de la part de Macron de respecter, de se sentir obligé par le résultat du référendum. Autrement dit, comme d'habitude, réinventer la démocratie en Macronie, ça signifie ne surtout pas utiliser la Constitution. D'accord. Ça voudrait dire surtout modifier la Constitution si le résultat d'un référendum ou d'un préférendum était inscrit en disant maintenant il faut le mettre en... Il suffit de faire des référendums, ça marche très bien en fait. Hein. Ok, Patrick Ivard, c'est le mot de la fin parce qu'on a déjà dépassé le temps. Moi je suis pour le référendum parce que c'est donner la parole au peuple. Autant que je sache, la démocratie c'est quand même ça, c'est donner la parole au peuple. Et le préférendum, ça vous... Comme les Suisses, hein, c'est ça, c'est une liste de questions. Quoi Les Suisses, c'est une véritable votation, ça marche. Oui, il y en a plein tout le temps. Pourquoi pas? Mais moi, ce que je note, c'est que le dernier référendum en France, c'était quand? C'était 2005. Non, 2005. 2005, et Sarkozy, il valait pas mieux que Macron, quoi. C'est-à-dire, là, une fois de plus, le référendum, je m'en fous, quoi. Je vous pose la question, mais si la réponse, elle est pas bonne, j'en tiens pas compte. Donc effectivement, ça sert à y rien. croyez. Maintenant, la mode, c'est quand vous ne répondez pas bien, on revote jusqu'à ce que ça passe. Allez. Ok, merci beaucoup messieurs. On se retrouve dans quelques secondes pour le 3e sujet. On a encore dépassé le temps, mais vous voyez à quel point c'est animé ici. Bon retour de vacances. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL
dans la boutique de votre chaîne, sur tvl.fr. Rebonjour, la Chine vient d'annoncer de fortes restrictions d'accès à Internet pour les moins de 18 ans. Je vais vous le faire très court. 16-17, 2 heures d'Internet par jour, pas plus. 8-15, 1 heure d'Internet par jour. Moins de 8 ans, 40 minutes d'Internet. À part ça, rien. Ça m'a paru intéressant, cette proposition, enfin en tout cas, cette loi chinoise. Je voulais savoir si vous étiez en faveur que ça ait lieu en France. Et puis après, on parlera de la manière de l'appliquer. Patrick Ivard. Alors c'est très intéressant, Franck, de voir qu'on est en train de voir comment fonctionne la Chine et de se dire, tiens, peut-être qu'on va faire pareil. C'est intéressant parce qu'en matière de démocratie, je pense pas à la Chine en premier, quoi. C'est pas spontanément le pays qui me vient à l'esprit. C'est un très beau pays. Moi, j'aime bien la Chine, les Chinois, tout ce qu'on veut, la Grande Muraille. Ils ont une grande culture, il y a plein de choses intéressantes. Mais en matière de démocratie, j'ai l'impression que c'est quand même pas le modèle. C'est pas l'exemple premier. C'est pas d'autres pinacles. Ouais, pas vraiment. Ouais. Alors, se servir de l'exemple chinois pour dire « Ah ben tiens, c'est une bonne idée, on va faire pareil en France », moi, ça me heurte un petit peu. Pourquoi ? Parce que Internet, on se rend bien compte qu'Internet et les réseaux sociaux, c'est un nouveau champ de liberté qui s'ouvre aux gens qui peuvent s'informer autrement qu'en regardant les chaînes officielles de télévision et les journaux officiels subventionnés par mes impôts. Donc, c'est assez intéressant, les réseaux sociaux. Et le pouvoir en place en France et en Chine, bien sûr, mais se rend compte que les réseaux sociaux, c'est un danger. Du fait que ce soit un danger, pour notre bien, toujours pour notre bien, pour le bien des enfants, pour notre santé mentale, etc. Ils sont en train d'envisager la possibilité de contrôler cet espace de liberté de façon à ce que... En France, ça n'est pas d'actualité. Hein. Mais ça va le devenir. Vous croyez ? Ça va le devenir, mais toujours pour la bonne cause. Vous êtes totalement contre le fait d'aller s'inspirer de la Chine. Richard Haddad. Oui, on a déjà copié la Chine sur le Covid. Le monde entier a suivi le modèle communiste chinois, totalitaire, criminel. Et donc voilà que maintenant, on nous parle d'interdire... Mais en fait, le système communiste veut se substituer aux familles, depuis toujours. Donc l'enfant n'appartient pas à ses parents, il appartient à l'État. Et donc c'est aux parents de surveiller leurs enfants pour Internet. Ce n'est pas à l'État de leur interdire quoi que ce soit. Et là, on rentre dans l'idéologie totalement communiste, totalitaire, criminelle, etc. Et une fois de plus, je me rends compte que ne serait-ce que de poser le débat me choque, vous voyez, parce que, comme vous le dites, la Chine n'est pas un exemple. On ne devrait même pas poser le sujet. On ne peut pas copier la Chine en rien. Il n'y a rien à copier en Chine, rien. Alors, je vais nuancer un petit peu, parce que c'est une information que j'ai oublié de vous donner, c'est que tout ce que je vous ai dit, 2 heures, 1 heure, 40 minutes, peut être levé par les parents. C'est, a priori, dans ce que j'ai compris du projet chinois, c'est que c'est quelque chose qui va être imposé la nuit, mais que les parents peuvent déverrouiller sur le téléphone de leurs enfants. Ça existe déjà. Ça existe déjà, ça s'appelle le contrôle parental. Je dis ça, je dis rien. Non, c'est agaçant parce qu'ils viennent de dire tous les deux exactement ce que je voulais dire. Là, vous m'énervez profondément. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Non, mais clairement, Internet avec tous ses défauts, tous les réseaux sociaux avec tous leurs défauts, on peut tout leur reprocher, mais ça reste effectivement une passerelle d'information incontrôlable par l'État, et ça les agace, ça agace ceux qui nous gouvernent profondément. Deuxièmement, effectivement, non mais là on croit mourir de rire, quoi. On cherche des exemples en Chine. Alors on peut mettre ça en parallèle d'ailleurs avec la Russie, parce qu'on fait le procès à la Russie d'avoir attaqué l'Ukraine, et on s'intéresse peu à ce qui risque d'advenir très rapidement à Taïwan. Et là on verra si nos gouvernants ont des pudeurs de gazelle comme ils l'ont parfois pour d'autres pays. Enfin en tout cas il y a des dictatures plus ou moins fréquentables, surtout celles dans lesquelles on a investi donc considérablement. Cette proposition, vous dites... C'est niette parce que, comme ça vient d'être dit, c'est aux parents de contrôler l'activité Internet des enfants. Et si on n'avait pas judiciarisé à l'extrême la vie parentale, on n'en serait pas là. Il faut laisser aux parents toute la latitude pour l'éducation. Alors attention, avec des bornes. Il ne s'agit pas de taper les enfants, il ne s'agit pas de laisser libre cours à la violence. Et on a confondu violence parentale, violence faite aux enfants, avec le droit, l'obligation même de correction vis-à-vis des enfants qui faisaient n'importe quoi. Et pourtant, Jean-Pierre, de nombreuses études prouvent que l'addiction à Internet provoque des dommages
irréversible, entendez-moi, Oui. sur le cerveau des enfants. Oui, mais c'est aux parents, c'est un contrôleur par l'État. Sauf que les parents, la plupart du temps, sont eux-mêmes accros. L'État ne peut pas contrôler ça. Sauf En que... France, l'État contrôle tout. En fait, j'entends bien, vous nous dites les uns et les autres, attention, la Chine c'est communisme et dictature, et c'est même plus communisme, c'est juste dictature. c'est haram. Mais en fait, en France, l'État nous explique que l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Un ministre socialiste de l'Éducation nationale sous François Hollande expliquait que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents mais à l'État. Parce qu'il appartient à la même idéologie que les Chinois. Oui, mais c'est ça. Mais oui, sauf qu'ils ont été élus en France, ils font partie des gouvernements, ils sont dans les couloirs de l'éducation nationale, et l'ensemble de ce que nous dit Macron et ses prédécesseurs dans leurs différents quinquennats et septennats, c'est il faut que le citoyen soit la propriété de l'État de sa naissance à sa mort, de sa naissance si on veut, jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, si on veut utiliser vos organes, vous avez intérêt à expliquer que vous n'en voulez pas, parce que sinon on considérera que nous, on a le droit de les utiliser. Voilà. Si les Chinois prennent cette décision, la raison, c'est qu'effectivement, Internet fait des demeurés. J'entends bien qu'on peut, grâce à Internet, avoir une expression plus libre. TV Liberté est là pour le prouver. Voilà. Mais à côté de ça, est-ce que véritablement l'ensemble des chères têtes blondes, brunes ou rousses est en train de se ruer sur TV Liberté, ou est-ce qu'ils se gavent de danses stupides sur TikTok, de photos de Kim Kardashian et de ses épigones juvéniles sur Instagram Vous leur interdisez ça, ils seront... si effectivement on fait en sorte que les gens soient obligés de lire jusqu'à 8 ans plutôt que d'être sur leur tablette, oui, il y a une chance qu'ils soient moins demeurés. Vous ne pouvez pas obliger. L'obligation ne marche jamais. Vous seriez favorable, parce qu'effectivement, Jean-Pierre a rappelé le contrôle parental, mais qui en réalité n'est pas maîtrisé par la plupart des parents. Le contrôle parental consiste à dire on interdit certains sites. Ouais. Ça signe. Le vrai contrôle parental, c'est de ne pas offrir de tablette ou de téléphone intelligent à son enfant avant 8-10... Ben si, c'est possible. Mais comment l'État C'est pourrait le compliqué. contrôler? Comment l'État pourrait le contrôler concrètement? Moi, je vais vous dire... Le vrai contrôle parental, c'est l'accès à l'intérieur de la famille aux engins numériques, et le fait de ne pas donner d'engins numériques à ses enfants. Voilà, ça c'est un vrai bon contrôle parental. Ça, comment vous le faites par l'État? Je vais vous dire comment ça se passe en Chine. Je vais vous dire comment ça se passe en Chine. Un enfant doit entrer sa date de naissance, doit donner une copie de sa pièce d'identité, et sur certains sites, il y a le contrôle, la reconnaissance faciale, pour déterminer si le visage a plus de 18 ans ou moins de 18 ans. Mais on n'est même pas obligé d'aller là. En Chine, on est capable de payer une canette de Coca-Cola juste avec un scan de la pupille dans les distributeurs automatiques dans la rue. Ça, c'est le fichage absolu à la communiste. Alors, je peux dire qui me paraît quand même importante dans ce débat, c'est que le problème des réseaux sociaux, c'est pas les enfants. À la limite, on s'en fout. Le problème des réseaux sociaux, c'est les gens qui pensent mal. En particulier nous, quoi. Je veux dire, c'est nous le problème. Les enfants, c'est faire bon. Mais non, mais c'est juste un prétexte. Les enfants qui sont harcelés, mais Franck, les c'est enfants un qui sont prétexte. violés, les enfants qui sont mais c'est juste un prétexte. sur Le Internet. prétexte, c'est les enfants pour dire on va contrôler les réseaux sociaux. Et une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est nous qui passons à la trappe. C'est-à-dire que le problème, c'est de contrôler l'information sur les réseaux sociaux, c'est pas de contrôler la santé mentale des enfants. Mais je veux dire, on est dans un libertarien finalement. Mais Franck, on est à 2 doigts de légaliser le cannabis et on est à 2 doigts d'interdire Internet, mais on marche sur la tête là. Pour vous répondre, effectivement, les enfants... Il y a un problème d'éducation par les parents et d'éducation nationale. Si vous voulez que les enfants lisent, il faut d'abord rétablir un niveau scolaire correct, digne de ce nom. Ce n'est pas en interdisant ou en obligeant, en interdisant Internet ou en obligeant les enfants à lire. On n'oblige jamais quelqu'un à lire, vous savez. Mais vous ne faites pas de lien entre l'utilisation d'Internet et particulièrement des vidéos débiles dont parlait Richard de Sèze et la baisse du niveau que l'on constate, l'effondrement... La baisse du niveau, elle est due... parce que Gabriel Attal a parlé de la BAYA, mais il a parlé aussi du rétablissement du niveau. Ça m'a fait un peu rire. Non, la baisse du niveau, elle est due en partie
mais personne ne veut le dire, à l'immigration massive. Quand vous avez des classes où il y a 80 élèves qui ne parlent absolument pas le français et dont les parents ne parlent pas le français, comment voulez-vous qu'il y ait un niveau, d'une part. Après, comme le niveau baisse, eh bien, au lieu de le relever, on baisse le niveau de tout le monde. Vous savez, enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Oui, mais vous ne pensez pas qu'Internet soit ne serait-ce qu'un peu coupable? Vous savez, j'ai des enfants, ils sont maintenant, ils ont 21 et 23 ans, ce ne sont plus des enfants, Oui, ils mais ont c'est été des à enfants de la l'école. génération Internet. Absolument. Eh bien, vous savez combien de livres ils lisent par jour, hein. Et pourtant, ils ont accès à Internet et tout, ben, ils lisent parce qu'ils ont été éduqués d'une certaine manière, ils ont été dans une école de très bon niveau, on les a poussés à lire quand ils étaient jeunes, donc et ils ont Internet. Vous n'avez pas le sentiment que vos enfants sont l'exception totale? Non, ils ont des amis comme eux, ils sont minoritaires, ils sont une petite minorité, mais parce que cette minorité-là, ce sont des enfants qui ont eu des parents qui ont été soucieux de leur éducation, soucieux de l'école où ils les ont inscrits. Voilà, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, je ne veux pas faire de prétention, mais c'est ce qu'on appelle avec beaucoup de mépris l'élite. Non, c'est pas l'élite, c'est juste des gens normaux qui s'occupent de leurs enfants. Oui, mais sauf que ce modèle d'éducation n'est pas la globalité, n'est pas la généralité. Et c'est vraiment dommage. Et on voit, et c'est étonnant d'ailleurs. C'est à l'école de le faire. À l'école et aux parents. Aux parents, bien sûr, aux toujours. Parents. Et d'ailleurs, on remarque un petit phénomène très récent là, qui commence à se développer, qui est probablement encouragé, et j'espère que ça va continuer. Faible. Un signal faible, très faible. Certains TikTokers, certains influenceurs recommandent maintenant la lecture basique, la lecture avec un objet étrange qui s'appelle un livre. Et de plus en plus. Et oui, il faut effectivement... Et ça passe par ça. Comment réduire, je dirais, la pollution intellectuelle des enfants par les écrans? C'est aussi éventuellement par une campagne d'information forcenée du gouvernement. Là, le gouvernement peut avoir une efficacité plutôt que de l'interdiction. L'interdiction, ça n'amène qu'une chose, c'est l'envie de transgresser. Exactement. C'est que ça. C'est que ça. Si le gouvernement veut absolument que tout le monde revienne à un truc basique qui est la lecture, eh bien, il faut faire une campagne. Il faut aider les gens à relire. Déjà en baissant le prix des bouquins. Mais enfin, ça, c'est un faux prétexte. De l'argent public pour dire aux gens de lire. Oui. Mais intelligemment, en faisant des campagnes une fois intelligentes. Leur donner envie. Envie, bien sûr. Mais attention, parce que apprendre à lire, c'est commencer à réfléchir et à désobéir. C'est l'école, c'est le rôle de l'école. Vous savez que c'est anti-voltairien. Vous savez que c'est anti-voltairien, ça. Voltaire disait que le système de société idéal était une société où le plus grand nombre travaillait au bonheur d'une oligarchie limitée, très limitée. Ça, c'est voltairien. Et Macron est très voltairien de ce niveau-là. Ça l'a Voltaire était pour que les enfants n'étudient plus rien à partir de l'âge de 7 ans. Tiens, les lumières dont on se rengorge en France, c'est en fait un ensemble d'abominations incroyables. Qui, à la Commune de Paris, a développé l'enseignement public universel pour les garçons et pour les filles. Voilà. Alors, je ne dirais pas totalement vive la Commune, d'une part parce que l'enseignement universel, Louis XIV l'avait déjà mis en place, et ensuite parce que, vu ce que la Commune a fait, mais si, on peut le dire. Non, on peut pas dire ça. On peut dire en regardant l'histoire de l'éducation. Mais Alors, je vous promets une chose, c'est qu'on parlera de la Commune un jour. Sujet passionnant. Passionnant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce que les Chinois mettent en place, ils peuvent le faire parce que c'est une dictature communiste. Et la leçon à en tirer, c'est que eux considèrent qu'Internet est dangereux. Ce que la Startup Nation est en train de nous expliquer, c'est que Internet est une chance fabuleuse. Et effectivement, en France, on refuse de voir à quel point l'outil numérique est un danger, mais vraiment neurologique. Et en revanche, on se focalise sur la liberté d'expression. Donc, l'État français veut garder les enfants pour lui, les rendre crétins autant que faire se peut. Il y est puissamment aidé par l'immigration qui fait que, n'ayant même plus une langue commune, l'école est en train de s'effondrer sur elle-même. Et en France, on n'est pas en train de nous dire qu'il faut réduire la consommation d'Internet, on est en train de nous dire qu'il faut réduire le champ des possibles. Tiens, voilà. Et on s'appuie sur les grandes plateformes qui elles-mêmes sont terrorisées à l'idée d'être accusées de tous les maux de la Terre. Alors, juste un mot pour dire qu'il n'y a pas que les Chinois. Vous savez que tous les grands patrons de la Silicon Valley, donc qui travaillent en lien avec Internet, ou qui sont même des inventeurs de l'Internet du futur, tous interdisent à leurs enfants l'accès au smartphone et évidemment l'accès à Internet. Parce qu'ils sont les premiers au courant des effets délétères sur le cerveau de leurs enfants. Or, ils veulent que leurs enfants fonctionnent. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui devrait vous interroger, messieurs ? D'abord, parce qu'effectivement, la dictature chinoise... C'est un coup de chinoise... communication, ça, je n'y crois pas trop. Vous n'y croyez pas ? Non. Et, pourtant, nombreux ont porté témoignage. Oui, justement, c'est de la communication. Oui, mais comme c'est contraire à leurs intérêts, on pourrait dire que... C'est pas contraire à leurs intérêts. Très cher Franck, Pablo Escobar expliquait à ses enfants que c'était pas bien du tout de sniffer de la coke. Non, il y a 20 ans, on disait la même chose de la télévision. Je me souviens quand j'étais adolescent ou jeune, on disait la
télévision, ça rend débile, ça empêche de lire des livres. Moi, je suis éditeur. Hein. Donc, quand j'ai commencé dans l'édition, on dit, mais mon vieux, mais qui va acheter des livres? Maintenant, tout le monde regarde la télé. On était dans les années 90. Et donc, on disait exactement la même chose de la télé. Maintenant, c'est Internet. Non, en fait, c'est détourner le sujet. Le problème n'est pas la télévision ni Internet. Le problème, c'est nous, ce qu'on en fait. Et ça a toujours existé. Avant la télé, je suis sûr qu'il y avait autre chose à l'époque de nos parents. Souvenez-vous du train dont on disait qu'il allait rendre fou au-delà de 40 km/h. Ce ne sont pas ces phénomènes qui créent l'illettrisme et la débilité. C'est nous ce que nous en faisons, et ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui lisent moins et tout, mais le phénomène est quand même atteint un niveau très inquiétant, parce que à force non seulement de ne pas lire, mais de ne pas avoir un niveau scolaire convenable, les gens ne savent plus s'exprimer en français. Moi, je le vois tous les jours. Je lis des textes de certaines personnes qui ont un certain âge, qui ont même fait des études. Moi, je suis stupéfait de lire quelques phrases de personnes qui sont ingénieurs, avocats, mais qui ne savent pas formuler une phrase en français, qui ne savent pas conjuguer un verbe en français. Enfin, c'est tout le monde terrible. le constate. Tous les recruteurs, ne serait-ce que dans les CV et les lettres de motivation, c'est de la syntaxe. Ouais. Alors, une société sous-éduquée est la plus manipulable qui soit. Enfin, je veux dire, c'est un fait. Et on vit aujourd'hui un effondrement de la connaissance et de la lecture. Oui, mais c'est contradictoire avec le fait que la République, alors qu'il y avait des hommes politiques qui voulaient prendre le pouvoir, ont donné la possibilité aux paysans de devenir lettrés et de changer de position. On parle du 19e siècle. Là, on parle du 19e siècle. Oui. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé d'autres choses. L'ultra-consommation est arrivée, l'ultra-individualisation est arrivée. Là, on parle d'une époque où la solidarité était le moteur de la construction d'une société nouvelle. La Commune, je suis désolé de le rappeler, mais après le 36, le Front populaire, l'envie de donner l'éducation, la santé, le Conseil national de la résistance, qui ouvrait quelque chose de nouveau, une ère nouvelle. Sauf que ça, c'est pas bon on fait transformer les individus en citoyens est totalement contradictoire quand on va en faire des clients, parce que ça n'est pas la même société, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on veut que nous soyons tous des clients mondialistes d'une société universelle qui ne réfléchit plus. Je vous rappelle, je vous renvoie à 1984. C'était totalement prémonitoire. Je veux dire, ma surprise en préparant ce sujet, je pensais que vous seriez évidemment pas favorable à la dictature chinoise, mais favorable à un contrôle important d'Internet pour le bien de vos enfants, pour ceux qui en ont. Richard Haddad en a porté témoignage. Oui, mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. En fait, parce qu'on nous accuse souvent d'être des gens extrémistes, etc. En réalité, non, c'est le contraire, c'est eux les extrémistes, et nous sommes nous en faveur de la liberté, absolument. Voilà. Les gens choisissent. Il y a Richard Haddad qui est finalement le chinois. Non, pas Richard, c'est moi. Non, pardon, pas Richard de Sales. Jamais de Richard. Excusez-moi, Jean-Louis, c'est vrai, jamais de Richard. Je vais vous demander de changer de prénom la prochaine fois. Temps, c'est des erreurs. Non, il y a Richard de Sales qui est un vilain. C'est un homme du contrôle. Voilà. Allez. On en a appris des choses aujourd'hui, hein. Quel retour. Alors, on se retrouve dans quelques semaines, ça va pas être dans 15 jours, ça va être dans 3 semaines pour des raisons techniques liées à ce studio. Enfin, globalement, on se retrouvera avec 4 nouveaux invités, 3 sujets. Et voilà, je vous souhaite, comme d'habitude, faites des enfants, vous connaissez ce que je vous souhaite à tous, faites des enfants et retrouvez-nous dans 3 semaines. Je prendrai les petits messages pour savoir qui a obéi. Allez, à très vite. Merci messieurs, à bientôt.